Amadou Hampâté-Bâ, aspect de la civilisation africaine. La vie éducative Peul comporte trois grandes phases. 1. L'enseignement et l'éducation de la jeunesse allant de la naissance à 21 ans. 2. L'enseignement dispensé aux adultes pour approfondir les connaissances déjà reçues allant de 21 ans à 42 ans. Enfin 3. À partir de cet âge, l'individu devient enseignant à son tour et doit jusqu'à 63 ans rendre ce qu'il a reçu. Après 63 ans, il peut soit continuer d'enseigner, soit s'arrêter. On considère de toute façon qu'il a dûment rempli son rôle d'homme. Cette éducation est donc donnée par les anciens, les vieux, terme qui est loin d'être péjoratif, comme il l'est parfois en Europe. Il peut comporter une partie pratique sur le terrain, élevage, chasse, et même parfois l'agriculture, là où les Peuls n'ont pas de rimab ou serviteur agricole. Il comporte également une très importante partie orale. L'enseignement n'est pas donné d'une manière systématique, à la manière occidentale moderne, c'est-à-dire avec un programme progressif, échelonné et bien réparti dans le temps. Ici, l'enseignement élémentaire, moyen ou supérieur est donné en même temps, selon les événements ou les circonstances, et constitue toujours une leçon de langage en action. La vue d'un événement incite le maître à en tirer des leçons pour ses élèves en fonction de leur état de compréhension. Par exemple, la vue d'une caravane de petites fourmis transportant une sauterelle lui permettra de donner tout un cours non seulement sur la fourmi et la sauterelle, mais sur l'utilité de la solidarité et sur la grande force qui constitue l'union des petites forces assemblées. Il s'agit donc ici d'un enseignement par symbole et par parabole. Le conte initiatique Kaïdara représente précisément ce type d'enseignement par symbole. Dans ce conte, on nous présente trois héros entreprenant un voyage, ou plutôt une quête, dont le but est la réalisation plénière de l'individu parvenu à percer le mystère des choses et de la vie. L'homme, en effet, est considéré comme pouvant vivre selon trois états. Un état grossier, un tout extérieur appelé écorce, un état médian, déjà plus affiné appelé bois, et enfin un état essentiel central appelé cœur. Parmi les trois héros de ce conte, deux d'entre eux représentent l'un l'écorce et l'autre le bois. Ils ne termineront pas leur voyage. L'un sera jeté comme l'écorce, l'autre brûlé comme le bois. Seul le troisième, Amadi, qui représente le cœur, arrivera à bon port, ayant franchi victorieusement les subtiles épreuves semées sur son chemin. Finalement, non seulement il bénéficiera de son propre voyage, mais également de celui de ses deux compagnons, récupérant et l'écorce et le bois, reconstituant ainsi en lui l'arbre de la connaissance. Chacun de ces trois voyageurs symbolise donc un état de notre être total. Ils entreprennent un voyage dans un monde souterrain, c'est-à-dire le monde des significations cachées derrière l'apparence des choses, le monde des symboles, où tout est signifiant, où tout parle comme qui sait entendre. Au cours de ce voyage, ils rencontrent des événements et des animaux dont chacun est un symbole à déchiffrer. Il y a ainsi 11 étapes avant de parvenir au cœur du pays des Kaïdara, foyer d'où jaillissent les forces de la vie. Parmi les symboles rencontrés et les enseignements dispensés sur leur chemin, il n'y a rien qui ne soit interprétable en vue de son application dans la vie courante. Prenons par exemple le caméléon, que rencontrent nos voyageurs au cours de leur descente au pays des Kaïdara. Comme tout symbole, celui-ci comporte une interprétation positive et une interprétation négative en raison du dualisme inhérent à toute chose. Comme nous l'avons dit à l'occasion de la question numéro 1, de même que la journée est composée d'une face obscure, la nuit, et d'une face lumineuse, le jour, toute chose comporte deux aspects, l'un diurne et l'autre nocturne. Dans son aspect faste ou diurne,
Le caméléon représente un être extrêmement prudent et avisé, adroit, et dont l'idéal reste fermement fixé. En effet, le caméléon ne tourne jamais sa tête pour regarder à droite ou à gauche. Personne ne peut le faire dévier de la direction qu'il a prise. Seuls ses yeux tournent pour regarder autour de lui. Les yeux représentent ici les moyens qui lui permettent, sans perdre son temps, d'examiner les conditions environnantes. Les yeux représentent ici les moyens qui lui permettent, sans perdre son but, d'examiner les conditions environnantes. En outre, dans l'intérêt de son évolution, il prend la couleur de l'ambiance, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux conditions de l'endroit qu'il traverse, de manière à ne pas heurter. Il s'agit là non d'hypocrisie, mais de sage prudence. Le caméléon ne s'empêtre pas dans des affaires incertaines. En effet, il ne pose ses pattes que tout doucement pour voir si le sol ne va pas s'enfoncer sous ses pieds. Sa queue, préhensible, lui permet de se couvrir et d'assurer ses arrières. Son corps peut en effet se balancer dans le vide, tandis que sa queue reste solidement accrochée à une branche. Sa langue, qui est très longue, lui permet de tâter avant de se précipiter sur une proie, symbole de la prudence d'un homme qui n'agit pas à la légère et qui ne s'engage que lorsqu'il est sûr de gagner. Le caméléon dit « J'envoie ma langue tâter le terrain », avec au moins la ressource de la ramener si je ne peux pas ramener la proie. Cette prudence s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux chefs et aux rois, afin qu'ils n'engagent pas imprudemment la destinée de leur peuple. Dans son aspect nocturne ou négatif, il s'agit du défaut de la qualité. Le caméléon symbolisera l'hypocrisie, le retard, l'apathie et l'entêtement, tandis que ses yeux se tournent dans toutes les directions symboliseront l'indiscrétion. À un autre moment de leur voyage, nos héros rencontrent une outarde à une seule patte, et battant de l'aile. Ils se précipitent sur elle en vain pour l'attraper, et chaque fois elle leur échappe. L'événement représente ici la lutte en vue de gagner le monde, et l'outarde symbolise le profil matériel que l'on croit pouvoir gagner facilement. Parce qu'elle n'a qu'une patte et bat de l'aile, on imagine la proie facile. On se rue pour l'attraper, et chaque fois elle vous file entre les pieds. Ceux qui cherchent le gain ou la puissance, s'ils sont amis au départ, finissent toujours par être ennemis à l'arrivée et par chuter. Ainsi, notre héros se cogne-t-il la tête et tombe à la renverse sur le dos. L'appétit du gain matériel les pousse à recommencer, et ils tombent ainsi 3 fois de suite, car on peut rarement profiter de la leçon la première fois. Dans le monde souterrain de Kaïdara, tous les événements, animaux et symboles rencontrés sont donc comme des miroirs qui renvoient à l'homme sa propre image sous des angles différents. Pour les Peuls, comme certainement pour beaucoup d'autres traditions africaines, ce sont les êtres mêmes de la nature qui fournissent les symboles de leur enseignement, et le monde environnement devient comme un grand livre qu'il faut apprendre à déchiffrer. Lorsque nos 3 héros atteignent le cœur du pays de Kaïdara, au-delà des 11 étapes symboliques, la force suprême, en l'occurrence Kaïdara représentant du Guéno, Dieu suprême et inconnaissable, leur dévoile certains de ses secrets et met à leur disposition pour leur chemin de retour de l'or, c'est-à-dire un moyen de puissance, aussi bien matériel que spirituel, l'interprétation pouvant jouer à différents niveaux. Seul Amadi, le héros victorieux, prouvera qu'avec l'or, on peut faire de grandes et utiles réalisations. Ses 2 compagnons apporteront la preuve qu'une fortune mal utilisée, c'est-à-dire à des fins uniquement égoïstes et personnelles, devient un instrument de perte. Sur un autre plan, cet or, c'est aussi la connaissance, dont on peut faire un usage bon ou mauvais. C'est également la haute sagesse et la royauté de l'homme, la véritable royauté, qui permet à un homme en haillons de ne pas être complexé devant un homme habillé en soie. L'or est inattaquable, et l'oxyde ne peut le ronger. Ainsi en va-t-il de l'âme d'un homme arrivé à sa réalisation intérieure plénière. C'est cet homme qu'on appelle l'homme complet, Nédo en Peul.